Bonjour à toutes et à tous, et merci de vous être inscrits si nombreux à ce Webex ce matin. Alors, quelques mois après la tenue de notre conférence sur l'option, en mai dernier, nous avons le plaisir de nous réunir à nouveau ici, dans nos locaux du 9e arrondissement, pour évoquer en partenariat avec la Fédération bancaire française et France Assureurs, une nouvelle réforme très attendue, la réforme de l'assujetti unique. Alors, l'assujetti unique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, moi je dirais finalement que l'assujetti unique, c'est un phénomène assez magique. Pourquoi ? Parce que d'un coup de baquette, en un instant de raison, quelque part entre le 31 décembre et le 1er janvier, les sociétés qui auront donné leur accord disparaîtront et se fondront littéralement dans cet nouvel être assez mystérieux qui est l'assujetti unique. Ces sociétés perdraient donc leur identité au profit de l'assujetti unique. Et nous pouvons déjà faire le pari qu'il n'y aura pas un seul assujetti unique, mais bien autant d'assujettis uniques qu'il y aura de groupes de sociétés, tant les situations diffèrent d'un groupe à l'autre. Et même au sein du même groupe, il pourrait y avoir plusieurs assujettis uniques. Qui sait ? Et le surnaturel ne s'arrête même pas là. On le verra, les sociétés qui auront disparu au 1er janvier continueront d'exister pour répondre à certaines obligations en matière de TVA. Vous conviendrez donc que tout cela est bien étrange. Donc, pour tenter de comprendre un peu mieux quelques-uns de ces phénomènes, nous avons le plaisir d'avoir auprès de nous différents intervenants que je tiens avant toute chose à remercier très chaleureusement au nom de PwC. Je remercie tout particulièrement Vincent Petit, chef du bureau D1 chargé de la TVA au sein de la direction de la législation fiscale, qui a accepté une nouvelle fois de nous éclairer en se prêtant notamment au jeu, à l'exercice des questions-réponses. Nos plus vifs remerciements vont également aux représentants des organisations professionnelles qui sont ici, en particulier Blandine Leporc, directrice fiscale de la Fédération bancaire française, François Talon, directeur adjoint en charge des affaires fiscales au sein de France Assureurs, ainsi qu'Éric Vacher, conseiller pour les affaires fiscales auprès de l'Association française des marchés financiers. Seront également parmi nous dans quelques instants, et je les remercie également très vivement, Jean-Olivier Wynne, Emmanuel Strauss et Olivier Taillarda, et nous les présenterons plus précisément dans une petite heure au moment de la table ronde. Enfin, le cabinet PwC sera représenté par Stéphane Orion, Hugues Kozik et également par Tarek Afontrous, auquel je passe la parole sans plus tarder. Merci beaucoup Maude. Bonjour à toutes et à tous. Avant de transmettre à mon tour la parole à Blandine et François, quelques mots sur le programme de cette riche matinée. Après avoir fixé le cadre technique, juridique de la réforme, nous nous attarderons sur un sujet fondamental, vous l'avez compris, c'est affiché sur la slide, il s'agit des enjeux liés au droit à déduction. Et enfin, nous aurons la chance d'assister à une table ronde qui portera sur les aspects opérationnels de cette réforme. Un dernier mot sur les questions. Vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans le chat. Nous y répondrons en fin de conférence si le temps nous permet. Dans la négative, nous reviendrons vers vous à l'issue de cet événement. Il ne me reste plus qu'à laisser la parole à Blandine et à vous souhaiter une très bonne conférence à toutes et à tous. Blandine, je te laisse la parole. Voilà. Bonjour à tous, en fait. Ah, pardon, François, pardon. Bon. Je vais démarrer si vous en êtes d'accord. Absolument. Donc, à quelques jours, comme vous venez de l'indiquer, à quelques jours de la date de première option pour ce nouveau régime, nous sommes aujourd'hui très nombreux pour, d'une part, faire le point sur les règles qui gouvernent l'assujetti TVA, l'assujetti unique TVA tel qu'il a été créé par l'article 162 de la loi de finances pour 2021, et puis également pour bénéficier de l'expérience et des réflexions de quelques grands acteurs du marché qui ont analysé de façon opérationnelle ces règles et qui ont décidé, pour certains, de les mettre en œuvre. Mais en introduction à nos travaux du jour, Blandine et moi, on aurait voulu adresser quelques remerciements. D'une part, des remerciements au cabinet WC, pour avoir organisé cette conférence et en assurer la logistique matérielle. Des remerciements à vous tous, participants, dont le nombre témoigne de l'intérêt du sujet. Des remerciements à nos grands témoins, à nos grands témoins du marché, que nous entendrons tout à l'heure et qui ont accepté de nous faire part, et des raisons qui ont guidé leur choix, et des enjeux d'organisation que suppose la réforme.
Et enfin et surtout, je voudrais remercier nos interlocuteurs de l'administration et en particulier nos interlocuteurs de la DLF qui ont accepté d'être avec nous ce matin et qui, depuis les arrêts de 2017, ont décidé de promouvoir en France l'introduction d'un régime d'assujetti TVA qui soit adapté au particularisme français. Oui, et pour compléter ce que vient d'indiquer François, donc effectivement, ce régime de l'assujetti unique est issu, j'imagine, comme vous le savez tous, d'un séisme. On peut qualifier ce terme comme ça, qui est arrivé donc en septembre 2017, suite à des jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a exclu du régime des groupements de moyens le secteur financier, qui en France était transposé dans la loi française via l'article 261 B du CGI. Et ce séisme donc a été vécu assez violemment par l'ensemble des intervenants et des établissements bancaires et assurantiels. Et donc avec la DLF que je remercie très vivement, nous avons œuvré ensemble pour tenter de trouver une réponse qui convenait et au pouvoir public et au secteur financier. Et c'est comme ça que nous avons pu mettre en place cette réforme qui satisfait, je pense, l'ensemble des intervenants, tant du côté de l'administration fiscale que des banques et des assureurs. Voilà. Donc merci à nouveau pour ces travaux extrêmement productifs, très intéressants, dont une partie ont été faits pendant le confinement. J'ai des souvenirs très vifs de réunions. Voilà, on parlait à nos ordinateurs, mais néanmoins, ça a été extrêmement productif. Voilà. Écoutez, merci à mon tour, François et Blandine, pour ces quelques mots d'introduction. Je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet, grâce au concours de M. Vincent Petit et de Stéphane Orion, pour traiter du nouveau cadre technique de l'assujetti unique. Alors, première chose, puisqu'il m'est donné de parler du cadre juridique, à tout seigneur, tout honneur, on commence par la directive, puisque la notion d'assujetti unique est inscrite dans la directive comme une possibilité, une liberté laissée aux États membres. C'est l'article 11, où l'on dit que chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti les personnes établies sur son territoire, pour autant que certaines conditions soient remplies, c'est qu'elles manifestent un lien financier, un lien économique et un lien d'organisation. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelques conditions, mais que les États membres ont une très large liberté. Et je cède aussitôt la parole à Vincent Petit pour expliquer le cadre de la réforme et comment s'inscrit la position de la France dans cette liberté. Oui, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je vous salue tous. Bonjour. Je suis donc Vincent Petit, responsable du bureau de la DLF qui a construit et élaboré cette réforme. L'a fait en concertation avec les industries, avec les fédérations. Ça a été très important. À titre peut-être préliminaire, je voulais aussi rappeler pourquoi on a fait le régime de groupe. Je pense que ça me paraît important que je revienne là-dessus. Comme le disait Blandine à l'instant, il y a deux raisons en fait essentielles. Il y a un contexte juridique qui a contraint quelque part des États membres comme la France qui ne possédaient pas, qui n'avaient pas transposé cette faculté dans leur législation nationale à le faire. Il faut comprendre, et je pense que tous les professionnels de la fiscalité de vos secteurs comprennent tout à fait l'enjeu que représentait l'application du régime des groupements de moyens pour les opérations de mutualisation dans vos groupes respectifs, et que la jurisprudence de la Cour, effectivement, cause un énorme préjudice dans la pratique fiscale de la TVA dans vos entreprises. Donc il y a eu cette première raison juridique que la France, à l'instar de la plupart des autres États membres, se devait de trouver une solution de substitution
et le régime de groupe était vraiment le régime adapté pour... en tout cas, on n'a pas d'autres dispositifs dans la directive qui permettent de répondre à cette contrainte juridique. L'autre raison est, je pense, beaucoup plus en réalité politique, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté que je souhaite rappeler ce matin. Il y a une vraie volonté de la part du gouvernement et du ministère des Finances de construire en fait un régime qui soit suffisamment souple et opérationnel, c'est-à-dire qui soit suffisamment attractif pour les entreprises. L'enjeu étant que l'abandon du recours au régime du groupement de moyens puisse être assez aisément substitué au régime de groupe. Donc c'est pour ça qu'on le verra après, dans la présentation des grandes lignes du régime. On a un régime qui se veut souple, évolutif, mais surtout très souple en réalité dans les conditions de sa formation et de ses modalités d'implémentation initiale en tout cas. Voilà. Donc pour en revenir à votre question, effectivement la directive laisse une grande marge de manœuvre qu'on a essayé d'utiliser au mieux pour définir un régime qui corresponde à la fois aux attentes de la place, qui concilie également les contraintes pour l'État, parce qu'il y a de toute façon, il y avait aussi des contraintes financières et budgétaires. Le régime de groupe, son implémentation représente aussi des éléments financiers à prendre en compte, n'étant pas exactement non plus calés sur le même périmètre que le groupement de moyens. Et donc l'ensemble de ces éléments ont été pris en compte pour construire le dispositif, mais qui se veut effectivement souple, car la directive nous en laisse les possibilités. Ouais. Alors effectivement, pour ce qui est de la souplesse, si on le compare au régime similaire établi dans les autres États membres, y compris dans des pays qui prétendument sont plus souples que la France, eh bien pour le coup ce n'est pas le cas. On pense notamment à des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne ou la Belgique, où notamment lorsqu'on remplit les conditions d'accession à l'assujetti unique, on est obligé, les entités sont obligées d'y entrer et d'y participer, ce qui n'est pas le cas en France. C'est-à-dire que les entreprises, les entités qui bénéficient des conditions d'accession peuvent malgré tout refuser, et donc on peut sortir effectivement des entités qui sont susceptibles d'y entrer du périmètre. Alors, quand même, il y a quelques contraintes qui sont imposées. Elles sont imposées par la directive, on l'a vu. En fait, il y en a 4. Il y en a une qui est une question de territoire et d'autres qui sont des conditions de lien. Parce qu'il faut le rappeler quand même, la notion d'assujetti unique, c'est l'unité. La notion de groupement est totalement évacuée. Il y a désormais une unité, et cette unité, il faut la retrouver effectivement parmi des entités qui, a priori, juridiquement n'en ont pas. Comment on le fait ? D'abord par le lien financier. Alors, le lien financier il est caractérisé principalement et essentiellement par des liens capitalistiques. Il faut détenir directement ou indirectement plus de 50% des titres ou des droits de vote dans une entité, et donc vous pouvez avoir une chaîne de sociétés. Pour autant, caractéristique aussi de la France, celui qui détient l'ensemble de ces pouvoirs capitalistiques, eh bien, peut ne pas faire partie de l'assujetti unique. Mieux, il peut même se situer à l'étranger. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, tous les groupes ne se caractérisent pas par des liens financiers, capitalistiques. Dans ce cas-là, effectivement, il y a des critères alternatifs qui sont envisagés et qui marquent effectivement la possibilité d'influencer, de contrôler l'organisation financière du groupe. Et ça, c'est notamment pour les groupes prudentiels, les banques mutualistes, etc. Il y a aussi effectivement la question de savoir si les entités peuvent respecter la condition d'accès aux comptes combinés. La combinaison des comptes peut être aussi un critère qui cristallise ce lien financier. Donc une grande souplesse dans le régime. Il y a deux autres conditions importantes, c'est le lien économique. Alors le lien économique est aussi, et vous me disiez, Vincent Petit, que c'était assez large, une approche souple de ces opérations, c'est-à-dire avoir effectivement, en gros, comme disent les Anglais, le même going concern, c'est avoir des activités de même nature, qui sont interdépendantes, qui sont complémentaires, qui contribuent l'une à l'autre. Ça cristallise effectivement le lien économique.
Et puis le lien organisationnel, c'est l'idée effectivement qu'il y a une direction centrale. À un moment donné, quelqu'un est en mesure de décider de ce que l'assujetti unique, j'allais dire le groupe, l'assujetti unique va réaliser dans le cadre de ces opérations TVA. Autre critère, c'est la notion d'établissement en France. C'est aussi un critère posé par la directive, on l'a vu, hein, peuvent considérer par les entités établies sur le territoire. C'est quoi l'établissement? Bon, c'est évidemment le siège social, mais ça peut être aussi un établissement stable d'une entité qui se trouve à l'étranger. Important, l'établissement stable, ça tombe sous le sens, c'est l'établissement stable au sens de la TVA. C'est l'occasion de rappeler que la notion d'établissement stable au sens de la TVA ne correspond pas nécessairement à la notion d'établissement stable pour les autres impôts. Donc il y a une attention particulière à porter sur cette organisation lorsqu'on décide d'intégrer des établissements d'entités étrangères. Alors aussi, ça doit être des assujettis. Assujettis, c'est toute entité qui réalise des opérations dans le champ d'application de la TVA, l'activité économique au sens de l'article 256 du Code général des impôts, activité qui peut être totalement taxable, totalement exonéré, partiellement taxable, mais aussi, ce que vous disiez, M. Petit, c'est que les assujettis partiels peuvent faire partie de cet assujetti unique. Donc on peut imaginer une chaîne de holding, dès lors que les holdings sont animatrices, vous pouvez effectivement les intégrer dans l'assujetti unique. Caractéristique, pour revenir effectivement à la souplesse du régime et à la possibilité d'exclure, vous pourriez avoir une grand-mère et une petite-fille qui sont membres de l'assujetti unique, et la mère, c'est-à-dire la holding intermédiaire, elle est laissée dehors pour des raisons effectivement que vous décideriez dans le cadre de votre analyse. Et troisième condition, c'est quand même ce qui est inscrit dans la loi, c'est qu'il faut déclarer l'assujetti unique. On ne vous apprend rien, le 31 octobre est une date un petit peu fatidique, c'est à ce moment-là que vous allez déclarer l'assujetti unique, et cela pour 3 ans. Ça mérite effectivement réflexion. Attention aussi, si vous envisagez, comme l'évoquait Maud tout à l'heure, la possibilité d'avoir plusieurs assujettis uniques, eh bien, une entité ne peut être membre que d'un seul assujetti unique. Donc il peut y avoir plusieurs assujettis uniques au sein d'un groupe. Encore faut-il effectivement les répartir de la manière la plus adéquate. Alors, de ce point de vue-là, nous avons des questions, M. Petit. Le 31 octobre, c'est très proche. Oui. C'est même très très proche. Est-ce que l'administration peut faire preuve de mansuétude et d'accorder effectivement une certaine facilité dans la déclaration du périmètre de l'assujetti unique et de l'assujetti unique tout court, tout simplement? Alors absolument, il va y avoir une adaptation en fait sur l'entrée en vigueur de la réforme cette année. On est absolument conscient que cette entrée, cette option cette année devra se faire avec une certaine forme de souplesse vis-à-vis des services de la DGFiP. Il y a aussi, pour rien vous cacher, quelques contraintes informatiques du point de vue de l'administration fiscale. Alors ce qui va se passer, c'est que vous savez que l'option doit être formulée de par la loi impérativement pour le 31 octobre. Donc cet élément-là, lui, doit être respecté. Il faudra que les démarches soient faites en tout état de cause pour le 31 octobre. Simplement, le périmètre, lui, pourra être très limité au moment de cette déclaration. L'option pourra être formulée en fait par le représentant avec un membre, un des membres du groupe, donc uniquement avec 2 personnes du coup. Et le périmètre en fait pourra être complété avant la fin de l'année, dans le cas d'une transmission qui s'opérera par la voie électronique, sous forme EDI, qui s'accompagnera d'ailleurs aussi en parallèle de la communication des accords écrits des membres. Mais donc le périmètre définitif de l'assujetti unique au 1er janvier 2023 pourra être communiqué à l'administration au plus tard le 31 décembre de cette année. Donc il y a un vrai assouplissement, ce qui donne encore un petit peu plus de temps aux entreprises, aux groupes, pour éventuellement finaliser leur périmètre de manière définitive, parce qu'on peut comprendre que cette année, on peut avoir peut-être encore quelques hésitations pour certains groupes.
Si vous me permettez juste une petite minute, je voulais juste rebondir sur votre intervention, ce qui concerne les liens financiers, notamment par rapport au holding. Vous avez dit à juste titre que les non-assujettis ne peuvent pas intégrer l'assujetti unique. Néanmoins, une holding non assujettie, si ça existe encore, je suppose que ça existe encore, peut en réalité être quand même utile dans le fonctionnement et dans l'élaboration du périmètre du groupe, puisqu'elle peut être un élément qui est l'élément qui qualifie la détention, du critère, le respect du critère des liens financiers. Donc on a aussi cette souplesse d'avoir dans le paysage éventuellement des personnes morales non assujetties qui sont un élément relais dans la qualification des liens financiers. Et s'agissant des liens organisationnels, la question était aussi de savoir, et économique, s'il était possible d'avoir en fait un membre n'ayant que des relations avec certains membres seulement, ou bien faut-il qu'il y ait ces relations économiques et organisationnelles avec l'ensemble des membres? Alors à cette question, je vous dirais que d'un point de vue de l'approche générale de l'administration, sur ces deux critères qui sont les liens organisationnels ou économiques, on est sur des critères qui sont, de notre point de vue, un peu plus secondaires que les liens financiers. Même si le texte de la directive, lui, ne fait pas de hiérarchie. Mais de ce point de vue-là, on est beaucoup plus souple sur l'appréciation de ces liens. Et effectivement, on ne demandera pas à ce que les liens soient entretenus de manière absolument générale entre tous les membres. On pourra avoir éventuellement même des îlots. On pourrait imaginer des îlots qui permettent de qualifier des îlots de liens économiques ou de liens organisationnels. Merci beaucoup pour ces précisions. Passons à l'organisation, puisqu'on a vu les conditions. L'organisation, c'est qu'effectivement, le coup de baguette magique évoqué par Maude va faire en sorte qu'il va y avoir un transfert d'activité du membre à l'assujetti unique, qui désormais est le seul qui existe du point de vue de la TVA, ce qui suppose, si on comprend bien, un transfert d'universalité de patrimoine, et donc l'éligibilité à l'article 257 bis, la dispense, dans les conditions qui sont celles prévues par la documentation administrative. S'agissant des options, on comprend que les options qui auraient été exercées par les membres perdureront, malgré le passage, mais au fond, c'est le principe même du transfert d'universalité de patrimoine de transférer également l'option. Les options existantes demeureront après le transfert, mais ensuite, on est bien d'accord que c'est l'assujetti unique qui devrait exercer les options éventuellement. Mais nous aurons des questions sur le fonctionnement de l'option et la manière dont tout ça s'agencera. Et puis alors, il y a la responsabilité solidaire, c'est que, bien, il y a l'assujetti unique, effectivement, mais enfin, derrière tout ça, il y a des entités économiques, les sociétés qui continuent de fonctionner. Et que se passe-t-il en cas de défaillance de l'assujetti unique? Eh bien, une responsabilité solidaire. Ce n'est pas le représentant de l'assujetti unique seul qui va porter cette charge, c'est effectivement une responsabilité solidaire, sans aucune préséance du reste, si je comprends bien. L'organisation aussi, c'est une simplification. Alors on a mis simplification entre guillemets parce qu'il y a quand même un certain nombre d'obligations. D'abord, il y a la désignation du représentant qui va se faire au sein de l'assujetti unique et qui n'est pas nécessairement la tête, d'autant plus, M. Petit, que vous disiez que la tête pourrait très bien se situer en dehors de l'assujetti unique. Ce n'est donc pas la tête de l'assujetti unique qui détient les contrôles financiers qui peut le faire. N'importe quel membre peut être représentant. Ce représentant va accomplir, puisqu'il est le seul désormais existant au regard de la TVA, accomplir les formalités administratives, avec celle, effectivement, qui vient d'être précisée dans l'arrêté du 22 septembre, cette déclaration supplémentaire à la déclaration CA3, déclarant effectivement les opérations intragroupes, en plus des opérations extragroupes de l'assujetti unique. À ce titre, l'assujetti unique recevra un numéro de TVA propre, alors même que les membres continuent de conserver leur numéro de TVA initial.
Et enfin, il y a des obligations qui sont liées à la facturation. Alors, c'est toujours le membre qui émet la facture. Droit commercial oblige. Le droit commercial ne connaît pas l'assujetti unique. C'est donc toujours le membre qui va facturer. Mais désormais, il a en quelque sorte deux casquettes, la sienne et celle de l'assujetti unique. L'assujetti unique en premier, et c'est donc ce numéro de TVA qui va apparaître sur la facture. Mais en plus de ça, il faudra indiquer le numéro de TVA, son propre numéro de TVA sur la facture. Donc deux jeux de mention, l'une concernant l'assujetti unique et l'autre concernant le membre qui émet la facture. Voilà ce que l'on peut dire concernant l'organisation. Alors, s'agissant du 257 bis, la question se posait pour les opérations, les activités qui sont totalement exonérées. On sait qu'il y a une contrainte dans la documentation administrative prévoyant effectivement que dans ce cas-là, la dispense ne pourrait pas s'appliquer totalement. Comment est-ce que cela s'organise dans ce cas-là ? Eh bien, comme vous le savez, la doctrine administrative ne peut pas être contra legem. Et il se trouve que dans l'article de transposition du régime de l'assujetti unique, en fait, le législateur présume de manière définitive que le passage de l'assujetti qui devient un membre, donc la disparition en fait, de l'assujetti du membre en tant qu'assujetti distinct de l'assujetti unique dont il va devenir membre, ce passage relève du 257 bis, quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas de sujet. Pas de sujet. Le article 257 bis, la dispense s'appliquera systématiquement lorsque un assujetti, fût-il partiel d'ailleurs aussi, intègre un assujetti unique. Voilà, donc quel que soit le régime de ces activités économiques, qu'elles soient exonérées ou en droit de déduction ou pas. D'accord. Et s'agissant des options, là, je vous avais promis une question, c'était la question de savoir comment effectivement se passe ce transfert. Est-ce que l'assujetti unique, par exemple, doit renouveler les options ? Non, on n'a pas prévu d'avoir ce type de commentaire. Donc les options vont continuer leur vie. Alors c'est vrai pour tous les types d'options. Hein. Vous avez l'option pour la taxation des opérations bancaires et financières qui resteront valables, alors qui s'apprécieront désormais au niveau du membre, donc étant rappelé que chaque membre est désormais un secteur distinct de l'assujetti unique. Donc ça, c'est un élément très important. C'est qu'une fois l'assujetti unique constitué, en fait, ces options se déclinent au niveau de chaque secteur distinct, donc au niveau de chaque membre. Mais comme vous l'avez dit, elles sont tout de même, en revanche, exercées par l'assujetti unique. Parce que chaque membre n'est plus qu'un secteur distinct, une émanation de l'assujetti unique. Voilà. Merci beaucoup. On passe alors au troisième chapitre, ce qui sont les effets. Alors on l'a vu. À partir du moment où il y a un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres n'existent plus. C'est des opérations hors du champ d'application de la TVA. Mais comme vous venez de le dire, donc on comprend qu'il y a quand même des secteurs distincts, c'est-à-dire qu'il y a quand même des unités économiques qui sont reconnues au travers des membres, et donc avec des possibilités particulières, notamment en matière de déduction de TVA. J'en indique un mot parce que Blandine et François en parleront plus longuement dans le deuxième plateau. C'est qu'avec l'assujetti unique, on ajoute une couche supplémentaire par rapport à l'opérateur qui lui-même peut avoir des secteurs. Donc on a un assujetti unique, des secteurs, éventuellement des sous-secteurs, ce qui signifie effectivement de repenser le système avec toujours la possibilité d'affecter, c'est la règle et ça reste de règle, mais néanmoins ensuite des jeux de coefficients de taxation différents selon effectivement la nature de la dépense et la manière dont cette dépense est partagée ou pas au sein de l'assujetti unique. Mais donc je laisserai la parole à Blandine et François pour développer ça davantage. Autre conséquence du caractère hors champ des opérations entre les membres, c'est que il faut en tirer les conséquences du point de vue de la taxe sur les salaires. L'article 231, lui, reste inchangé. L'assujetti unique n'a effectivement d'importance, d'influence que du point de vue de la TVA, et ça ne touche pas les autres règles, donc il faudra en tirer les conséquences, y compris lorsque vous définirez le périmètre. Et enfin, l'assujetti unique, on l'avait déjà dans la doctrine administrative de décembre 2021,
l'accueil des arrêts Skandia et Danske Bank, qui reconnaissaient effectivement la notion d'assujetti unique, y compris comme entité séparée par rapport à la succursale, établissement stable d'un de ses membres. Désormais, ça s'applique également lorsqu'on a un assujetti unique en France, lorsqu'il reçoit des services venant d'une succursale d'un de ses membres, eh bien, éventuellement, il y aura peut-être des autoliquidations à faire. Et donc, de ce point de vue-là, les règles sont, j'allais dire, renforcées. Petite remarque au passage, qui ne concerne pas forcément l'assujetti unique et la réforme actuelle et l'entrée en vigueur. On comprend dans la documentation administrative que les assujettis uniques qui sont établis en dehors de l'Union européenne ne sont pas reconnus comme des assujettis uniques. Ai-je raison ? Oui, en l'état actuel de la doctrine, vous avez parfaitement raison. C'est un sujet qui aujourd'hui en fait, la doctrine a pris ce parti aujourd'hui en France. C'est pas forcément un sujet. Alors, on sort un peu d'ailleurs de la question qui nous intéresse aujourd'hui, mais ce que je peux vous en dire, c'est que ce sujet-là, il n'est pas forcément partagé par tous les États membres. Il y a des vraies questions qui se posent. Au jour d'aujourd'hui, cette question-là n'est pas encore remontée au comité de la TVA, à ma connaissance. Il n'est pas exclu que dans quelques mois, on ait peut-être un échange avec nos partenaires européens et avec la Commission, et que si des orientations devaient être retenues, on s'y rallierait évidemment. Mais pour l'instant, c'est bien l'analyse, la lecture que vous avez de la doctrine qu'il faut retenir. Très bien. Merci, monsieur. Ensuite, effectivement, donc, des questions. Est-ce que le passage à l'assujetti unique induit nécessairement une information des SIE auxquels sont rattachés les membres ? Alors, en fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect informatique, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, les SIE sont évidemment leurs activités, notamment sur la prise en charge des entreprises, les régimes d'imposition. Tout ça est aujourd'hui implémenté dans les systèmes informatiques et en principe, tout ça va se faire automatiquement dans les systèmes. Et donc, ça aura immédiatement des conséquences sur l'espace professionnel de l'entreprise, qui verra qu'elle n'a plus par exemple, celui qui devient membre n'aura plus d'occurrence de déclaration en matière de déclaration de TVA. Il n'y aura plus de déclaration attendue par l'administration. Donc ça va être automatique. Après, il y a un autre élément que je peux vous indiquer, c'est qu'il y a aussi une information interne à la DGFiP, il y a tout un paquet il y a une grosse note au service qui doit partir dans les jours qui viennent, qui va bien de toute façon informer les SIE sur ce qui va se passer au 1er janvier, qui n'est pas d'impair, qui comprennent bien ce qui se passe, pourquoi il y a des entreprises qui ont disparu du champ de compétences du SIE, voilà. Qu'est-ce qui reste ? Comment on va traiter les crédits de TVA antérieurs, vous l'avez indiqué, qui devront être remboursés. Donc ça, c'est des éléments qui sont plus liés vraiment à l'entrée en vigueur du régime. Voilà ce que je peux vous en dire sur cette question. D'accord. Merci beaucoup. Et la dernière question, c'est la question de la succursale, parce que dans les propositions, on voit qu'on parle toujours de succursale. Lorsqu'on parle de Skandia et de Danske Bank, on est bien d'accord que les succursales, ce sont des établissements stables. C'est-à-dire que pour qu'il y ait effectivement le jeu de Skandia et de Danske Bank, la succursale doit être un établissement stable, ce qui n'est pas toujours le cas. Peut-être effectivement dans le domaine financier, ça l'est essentiellement, mais pas forcément toujours. Donc on est d'accord que c'est bien un établissement stable caractérisé au sens de la TVA. Absolument. En fait, il faut, comme souvent en matière de TVA, il ne faut pas s'arrêter à des expressions génériques, on va dire. Et donc, quand on parle de succursale, aux fins d'application de cette jurisprudence, évidemment, cette structure doit répondre aux conditions de la TVA en matière d'établissement, donc qui sont liées à des aspects à la fois juridiques et de fait, en termes d'indépendance notamment. Donc, je vous confirme que c'est bien cette analyse-là qu'il faut retenir. Très bien. Merci, M. Petit. Alors, je pense qu'il faut rappeler avant tout que le régime de l'assujetti unique a été bâti
autour d'un principe très simple, c'est le principe de droit commun applicable en matière de TVA. Et vous allez retrouver cette déclinaison dans la manière dont les droits à déduction vont s'appliquer au sein de l'assujetti unique. Alors, pour ce faire, nous avons tenté avec François de vous résumer en fait cette déclinaison via un tableau que nous vous présentons ici. Voilà, vous aurez tout le loisir de le déchiffrer, de le regarder, de l'analyser ultérieurement, parce que malheureusement le temps qui nous est imparti ne nous permet pas vraiment de rentrer dans le détail. Mais voilà, c'est une synthèse un petit peu de la déclinaison, de la manière dont les droits à déduction vont se passer au sein d'un assujetti unique et qu'on va tenter de vous résumer avec François le plus simplement possible. Mais vraiment, c'est important et je pense qu'il faut vraiment que vous ayez ça en tête quand vous abordez ce sujet, c'est que ce n'est qu'une déclinaison du principe de droit commun de l'affectation dans un premier temps et ensuite de l'application de prorata, notamment aux dépenses mixtes. Alors vous verrez, évidemment, il y a eu des spécificités dont il a fallu tenir compte et donc nous avons, avec la DLF, essayé de trouver des réponses les plus opérationnels possibles et surtout dans le but d'assurer la neutralité en matière de TVA, ce qui est quand même un des principes fondateurs de la TVA. Voilà. Oui, comme Blandine vient de le dire, et le graphique, l'arbre de décision qu'on vous montrait à l'instant est un peu confus, mais en fait, il traduit en réalité la complexité de l'assujetti unique. Et en effet, les règles qui vont s'appliquer à cet assujetti sont, pour l'essentiel, les règles de droit commun, hein, qui trouvent évidemment des cas d'application un peu plus complexes compte tenu de la structure du groupe. Ces règles de droit commun, vous les connaissez, c'est celles qui découlent des articles 271 et suivants du Code général des impôts. Et elles ont connu quelques adaptations, malgré tout, compte tenu des particularismes du groupe TVA, particularismes qui ont été intégrés par le décret du 20 juillet dernier. Alors, l'arbre de décision permet de visualiser en fait les deux alternatives principales qui vont intervenir, c'est-à-dire ce qui se passe, et c'est sur la gauche, ce qui se passe si je peux affecter la dépense et ce qui se passe si je ne peux pas affecter la dépense. Et puis, dernier point important, il permet également de conceptualiser la simplification qu'apporte l'option qui a été ouverte par l'administration sur le régime dérogatoire de l'article 206.5 de l'annexe 2 du CGI. Alors, avant de s'engager dans des développements plus importants, peut-être la slide suivante, avant de s'engager sur des développements plus importants et plus précis sur l'organisation du droit à déduction, il semble important de revenir en fait réinsister sur trois caractéristiques qui ont déjà, de l'assujetti unique, trois caractéristiques qui ont déjà été évoquées dans les propos précédents, mais qui sont quand même déterminantes pour la gestion du droit à déduction. La première, évidemment, c'est que l'assujetti unique devient le seul assujetti pour l'ensemble des membres du groupe. Et donc, ce sera le seul à être reconnu au regard de la TVA. Et symétriquement, tous les membres disparaissent en tant qu'assujettis TVA. Le deuxième point important, c'est la notion d'opération imposable de l'assujetti. Elle correspond à toutes les opérations qu'elles soient taxables ou exonérées, qui sont réalisées par les membres et les secteurs de l'assujetti unique au profit de tiers. Et donc ce qui veut dire, comme c'était rappelé tout à l'heure, que toutes les opérations internes n'existent pas au regard de la TVA. Et donc c'est cette notion d'opération interne qui va être ensuite utilisée pour la détermination des coefficients de taxation tant de l'assujetti unique que de ces différents secteurs. Et c'est le dernier point. L'assujetti unique, comme je le disais tout à l'heure, est soumis aux règles de droit commun en matière de déduction de la TVA et en particulier au principe d'affectation.
En d'autres termes, si une dépense engagée par un assujetti, le principe d'affectation, vous le connaissez tous, c'est si une dépense est engagée lorsqu'une dépense engagée par un assujetti a un effet direct ou immédiat sur une opération imposable réalisée par cet assujetti, on attribue à cette dépense le droit de la déduction correspondant. Et si ce lien ne peut pas être établi, ou si la dépense concourt à des opérations relevant de régimes différents, eh bien, on se retrouve avec l'application du régime de prorata. Alors, dans le cas de l'assujetti unique, cette analyse de la finalité de la dépense qui est engagée par un membre, elle va donc s'effectuer globalement au niveau de l'assujetti unique. Alors, ça ne pose pas de problème particulier quand la dépense engagée concourt à des prestations, des opérations extérieures qui sont réalisées par le membre, mais par contre, évidemment, on se retrouve avec des difficultés opérationnelles un peu plus importantes quand les dépenses qui sont engagées par un membre concourent à des opérations internes qui sont réalisées par ce membre, et à ce moment-là, la déduction va s'apprécier par rapport à l'utilisation qui est faite de ces dépenses pour les besoins des opérations imposables réalisées par les autres membres. Peut-être qu'on peut prendre un point d'éclairage. On peut prendre la slide précédente. Celle-ci ? Oui. Ah. Oui. Est-ce que vous voulez intervenir ? Oui, volontiers. Merci François pour le rappel de ces grands principes. Alors effectivement, comme ça a été rappelé, l'enjeu auquel on est confronté lorsqu'on crée le régime de l'assujetti unique, c'est qu'on a potentiellement des structures d'assujetti unique très vastes, avec des dizaines, voire des centaines de membres. Et donc, peut-être à l'instar de ce qui peut se passer d'ailleurs chez certains assujettis classiques d'une certaine taille, mais là c'est vraiment marquant au sein des assujettis uniques, c'est qu'on peut avoir une distance importante entre l'endroit où la dépense est engagée et supportée et là où elle est utilisée. Et donc tout l'objectif, c'est d'arriver à concilier les règles d'affectation qui sont des principes qui s'imposent, hein, qui sont prévus de toute façon qui sont induits par le principe de neutralité et par le texte européen. Donc de concilier l'enjeu de bien respecter le principe d'affectation avec cette réalité qui est qu'une dépense peut avoir été engagée par un membre, au sein d'un secteur de l'assujetti unique, mais qu'elle va se retrouver concrètement utilisée et concourir à des opérations effectuées à d'autres endroits de l'assujetti unique. Donc, autrement dit, elle va être utilisée par d'autres secteurs de l'assujetti unique. Voilà, donc on a essayé de concilier ce principe d'affectation avec ce constat de cette réalité. Et donc, on a été amené à décliner le recours au prorata. Je pense que François vous y reviendrez peut-être après, puisqu'en France, vous savez qu'on a une tradition qui est de privilégier les règles de prorata. Alors, depuis 2008, on appelle ça le coefficient de taxation forfaitaire. Mais on peut encore dire prorata parce que c'est le terme qui figure dans la directive. Mais vous savez que quand une dépense est mixte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle concourt à la fois des opérations ouvrant droit de déduction et des opérations n'ouvrant pas droit de déduction, et quand je dis opération, je parle effectivement d'opérations imposables, hein, qui s'intègrent dans le cadre d'une activité économique, eh bien on applique à toutes ces dépenses dites mixtes un prorata. Et la question qui s'est posée quand on a mis en place le régime de l'assujetti unique, c'était de savoir quel prorata appliquer. Faut-il appliquer le prorata d'ensemble, donc le prorata de l'assujetti unique, ou faut-il appliquer un prorata qui se rapproche plus de celui du secteur ou des secteurs qui vont utiliser la dépense. Donc on a combiné un petit peu ces différentes possibilités de sorte d'avoir un système qui soit à la fois plus proche de la neutralité, puisque du coup les assujettis uniques auront parfois des possibilités de retenir soit le prorata des membres concernés par une dépense mixte, soit appliquer le prorata du groupe, de l'assujetti unique, pardon, mais aussi au final des choix qui permettent de mieux respecter la neutralité.
Merci. Donc vous avez évoqué la question du principe d'affectation. Je propose de... Alors, je vais passer assez rapidement sur le sujet parce que je pense que, comme vous l'avez tous compris, le principe de l'affectation s'applique en premier. Pour autant que dans l'assujetti unique, évidemment, j'allais dire la piste d'audit va être d'autant plus importante que le groupe contient de membres. Donc, ça va être peut-être un défi opérationnel certainement plus important que lorsque on est dans une seule entité juridique. Donc voilà. Alors, on l'a vu également, ce que disait Vincent et souligné également par François. Donc, dans le cadre de l'assujetti unique, va se poser la question des dépenses mixtes. Et effectivement, selon par qui elles vont être utilisées, on va avoir plusieurs façons de récupérer en fait la TVA sur ces dépenses. Donc avec le principe que les dépenses mixtes qui sont utilisées donc, par plusieurs membres de l'assujetti unique, donc par plusieurs secteurs distincts pour les besoins de leur opération imposable, vont se voir attribuer un coefficient ou un prorata donc qui devrait être calculé par rapport au chiffre d'affaires imposable des membres utilisateurs, mais il y aura un tempérament. Et là, effectivement, la spécificité de l'assujetti unique entre en ligne de compte, puisqu'on peut retenir le coefficient de taxation forfaitaire de l'assujetti unique, qui pour le coup va prendre en compte le chiffre d'affaires de l'ensemble de ces opérations, tous secteurs confondus. Alors on en vient maintenant aux frais généraux. Comme vous le savez, les frais généraux au regard de la TVA correspondent à des dépenses qui n'ont pas de lien direct ou immédiat avec une opération d'aval imposable, mais qui correspondent à des biens ou des services qui font partie du coût des divers éléments du prix de l'opération d'aval. À partir de cette définition générale, force est de constater qu'il n'y a pas de définition, enfin en tout cas de liste précise de ce qu'on peut considérer comme des frais généraux et que cette qualification va la plupart du temps dépendre de l'activité réalisée par l'entreprise et de son mode d'organisation. Alors en principe, et c'est l'application des principes généraux, ces frais généraux relèvent du droit à déduction selon l'application du prorata groupe, donc de l'assujetti unique. Par contre, une dérogation est prévue dans le régime français, puisque si les frais généraux en question sont engagés par une entité qui ne réalise aucune opération interne. Et à ce moment-là, de manière assez logique, on va appliquer le prorata de l'entité, puisque par définition, ces frais généraux ne concourent à aucune autre opération à l'intérieur de l'assujetti unique. Absolument. Là, c'est une opération, on n'est pas loin de la magie, puisque du coup, on arrive à affecter des frais généraux. Mais voilà, donc ça, c'est effectivement une exception. Juste pour rebondir sur ce que vous indiquiez, François, il faut bien voir qu'effectivement, les frais généraux n'ont pas de définition en soi, parce qu'en fait, c'est une définition quelque part en creux. Puisque je rappelle, c'est une construction jurisprudentielle de la Cour qui a maintenant plus de 20 ans. Et quand, en fait, les frais généraux, en fait, c'est à partir du moment où on a une dépense qui n'a pas de lien direct et immédiat avec une opération d'aval bien identifiée, mais qu'on sait que cette dépense entretient un lien, plus largement un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique. C'est ça, des frais généraux. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de définition. En fait, c'est au cas par cas, quelque part. François, les cas particuliers ? Oui, bien sûr, les cas particuliers. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quelques dérogations aux règles générales dans quelques situations particulières, donc des modalités de déduction un peu particulières ont été prévues. L'objectif, c'est évidemment d'éviter qu'une application trop stricte des principes conduisent à des incohérences par rapport à la réalité économique de l'opération qui est réalisée au sein de l'assujetti unique. Mais il s'agit là d'outils, en quelque sorte, d'options, et donc l'assujetti unique ou le membre de l'assujetti unique peut décider de les appliquer ou pas.
Ces deux outils qui permettent, dans ces outils, deux d'entre eux en fait permettent d'assurer une meilleure corrélation entre l'utilisation qui est effectivement faite de dépenses qui relèvent juridiquement de la notion de dépenses mixtes et le droit à déduction correspondant. Le premier outil, il vise le cas de dépenses individualisables qui sont engagées par un secteur, donc un membre, et qui sont intégralement refacturées à d'autres membres. Alors, sous réserve que cette refacturation s'effectue à prix coûtant, eh bien, il sera possible d'appliquer dans ce cas le prorata des membres utilisateurs de la dépense et non pas le prorata du groupe ou du membre acquéreur de la dépense. Le second outil, il va s'appliquer dans le cas des dépenses qui sont engagées par un membre et que ce dernier utilise à plus de 90% pour ses propres opérations imposables et donc à moins de 10% pour des opérations internes. L'application des principes généraux devrait conduire dans ce cas-là à appliquer le principe, le prorata ou le prorata groupe ou le prorata des membres utilisateurs et par exception, la réglementation française prévoit qu'on pourra appliquer le prorata du membre qui engage la dépense. Et alors au-delà de ces deux outils sont prévus en effet... Voilà, un troisième outil qui concerne en fait les immeubles qui sont utilisés donc, par l'assujetti unique. Soit on applique le principe de l'affectation et là on retombe dans le droit commun, et soit pour les dépenses communes, alors on peut procéder effectivement à une ventilation préalable en tenant compte des utilisations respectives des membres, ou de tiers d'ailleurs, qui eux-mêmes seraient tiers donc, à l'assujetti unique, notamment en recourant à des clés de surface, lorsque donc, ces immeubles sont loués à des tiers et à des membres de l'assujetti unique. Vincent, vous voulez peut-être commenter ces cas particuliers ou ces outils ? Oui, brièvement, ce que je peux en dire effectivement, c'est que ces trois dispositifs qui sont prévus, qui vont être prévus par la doctrine administrative, sont des cas en fait dans lesquels il faut bien vous comprenez qu'on écarte la règle du prorata. Voilà, et on permet en fait à l'assujetti unique de recourir à des affectations quelque part, ou des présomptions d'affectation, parce que le dispositif, par exemple, sur l'utilisation à plus de 90, à moins de 90%, à plus de 90% aux opérations du membre, c'est précisément une présomption. En fait, on va présumer qu'en définitive, la dépense concernée n'est utilisée que par le membre, ou alors des critères d'affectation réelle, comme en matière d'immeuble, par exemple. Donc, ce sont en fait des outils qui sont construits aux seules fins de permettre un meilleur respect du principe de neutralité, mais aussi, je reviens sur la règle des 90%, c'est aussi une règle de simplification. C'est-à-dire qu'on a souhaité accorder une règle de simplification dans ce cas-là. C'est-à-dire que le membre, quand il sera en mesure, en revanche, bien identifier qu'une dépense est utilisée à plus de 90% par ses soins, il pourra retenir son propre prorata si la dépense est mixte. Parce qu'évidemment, si la dépense n'est pas mixte, de toute façon, là, on utilisera le principe d'affectation. Et donc on a résumé, donc on détaillera pas complètement cet exemple, mais on a tenté de résumer l'ensemble de ces règles via un exemple qu'on vous laissera le loisir de regarder à l'issue de notre intervention. Et François, le point sur l'option. Oui, alors jusqu'à présent, on a vu la déclinaison au niveau de l'assujetti unique des règles générales qui sont fixées par la directive en matière de TVA et puis des aménagements ponctuels qui vont être, ou qui vont être acceptés dans le cas de l'assujetti unique. Alors la directive TVA, elle permet également aux États membres d'ouvrir aux assujettis une option pour un régime simplificateur, à savoir la possibilité de déterminer leur montant de TVA déductible en appliquant à toutes leurs dépenses un prorata forfaitaire unique.
hein. Ça devient, concrètement, ça revient à considérer forfaitairement que toutes les dépenses qui sont engagées par l'assujetti sont des dépenses mixtes. La France a adopté cette règle qui figure dans la réglementation au 5e de l'article 206 de l'annexe 2 du CGI. Et donc, en tant qu'assujetti, l'assujetti unique va pouvoir bénéficier de cette règle, ce qui a été formellement prévu par le décret du 20 juillet 2020, qui donc consacre formellement cette possibilité de l'utiliser et prévoit aussi une modalité particulière pour son option, puisque l'option pour ce régime devra, dans le cas de l'assujetti unique, s'effectuer au niveau de chaque membre, c'est-à-dire de chaque secteur. Comme pour tout assujetti, cette option s'exerce sans autorisation préalable de l'administration, donc elle peut être librement exercée par le secteur concerné. C'est parfait, merci beaucoup. Venons-en au calcul. Voilà, on va directement aller au calcul du coefficient de taxation unique, dont il a fallu effectivement tenir compte de la particularité de l'assujetti unique avec donc du chiffre d'affaires interne. Et donc, pour calculer ce prorata, au numérateur, on mettra le chiffre d'affaires imposable qui ouvre droit à déduction du secteur, donc du membre ou du sous-secteur, plus auquel on ajoute en fait le chiffre d'affaires interne du secteur, mais là, on le proratise par le coefficient de taxation de l'assujetti unique, et au dénominateur, on va retrouver l'ensemble du chiffre d'affaires du secteur imposable et interne. Et c'est ce coefficient qui permettra effectivement de déduire la TVA sur la dépense mixte utilisée par le membre. Oui, alors, merci Blandine. Effectivement, sur ce dernier dispositif d'option, en fait, le décliner dans le cadre de l'assujetti unique nous paraissait important. D'abord parce que en fait, le dispositif existe depuis toujours pour tous les assujettis, donc il nous paraissait normal de l'ouvrir aux assujettis uniques. Mais on a dû tenir compte effectivement des spécificités de l'assujetti unique qui font que la déduction en fait, s'apprécie avant tout et d'abord au niveau du membre, au niveau du secteur distinct. Et donc, à partir de là, on a considéré que l'option s'exercerait au niveau du membre, d'une part, et d'autre part, on a tenu compte de cette localisation de l'application de ce prorata unique au niveau du membre dans le calcul même du prorata. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si un membre exerce cette option et entend appliquer un coefficient de taxation à l'ensemble de ses dépenses, enfin un prorata à l'ensemble de ses dépenses, la difficulté vient de ce que calculer ce prorata uniquement par référence aux opérations que le secteur réalise avec les tiers, sans tenir compte du fait que ce secteur travaille peut-être pour d'autres activités réalisées avec les tiers, mais au travers d'autres secteurs de l'assujetti unique, si on n'en tient pas compte de cet aspect-là, on va fausser le calcul du prorata. Et donc la formule que vous a décrit Blandine à l'instant, en fait pondère quelque part le calcul de ce coefficient de taxation unique pour tenir compte on va dire de l'activité que le secteur a développée au profit des autres activités de l'assujetti unique, en sus de ses propres activités vis-à-vis des tiers. Et donc cette pondération en fait, permet de rétablir une forme de neutralité, oui. Puisqu'elle va considérer que le membre a développé des activités directement avec des tiers, mais il a aussi développé des activités avec des tiers au travers des autres membres de l'assujetti unique, et qu'il faut tenir compte du coup de cet aspect-là, et ça se rattrape en quelque sorte en prenant en compte le coefficient de taxation de l'assujetti unique général qu'on va introduire comme élément de pondération dans le calcul de ce prorata unique qui sera décliné lui au sein d'un seul secteur. Et donc voilà, on vous a également mis un exemple sur la manière dont fonctionne cette option au sein d'un assujetti unique. Là aussi, vous pourrez
la développer, la regarder. Le calcul est assez simple en réalité. Oui, en fait, ça a l'air compliqué, mais non, pas du tout, c'est très simple. Non, c'est vrai. Merci beaucoup Vincent pour vos réponses. Merci Blandine, François pour ce propos qui a été particulièrement didactique. On relève de vos interventions que des positions pragmatiques sont prises s'agissant des calculs. On verra dans quelques instants avec Hugues et Stéphane toute la question des enjeux liés à la modélisation financière et à tous ces calculs. Mais pour l'heure, venons-en à un moment important de notre conférence puisqu'il s'agit de la table ronde qui sera animée par Éric Vacher, conseiller pour les affaires fiscales au sein de l'AMAFI, donc l'Association française pour les marchés financiers. Et il aura la chance d'avoir autour de lui un très beau panel puisque nous avons aujourd'hui des représentants des groupes AXA, BPCE et Crédit Agricole. Éric, je te laisse la parole sans plus attendre. Merci Tarek, bonjour à tous. Donc après cette présentation très claire du cadre dans lequel ce nouveau régime de l'assujetti unique a vocation à se déployer, il nous a semblé effectivement utile de vous présenter 3 illustrations concrètes dans le secteur de l'intermédiation financière, de l'assurance et de la banque globale. Je vais donc maintenant vous présenter nos 3 opérateurs témoins. Et en commençant donc par Emmanuel Strauss, directeur fiscal de Natixis au sein du groupe BPCE. Il est également le président du comité fiscal de l'AMAFI. Olivier Taillarda, à côté de moi, qui est directeur fiscal d'AXA. Et enfin, Jean-Olivier Huynh, qui est directeur fiscal du groupe Crédit Agricole SA, qu'on appellera également CASA. Chacun d'entre eux va donc nous faire partager son expérience de l'assujetti unique, étant bien sûr précisé que chaque opérateur apporte ses propres, des réponses qui lui sont propres, ses propres réponses en fonction d'un certain nombre d'éléments caractéristiques à son groupe. La typologie de sa clientèle, la variété, la diversité des activités financières qu'il exerce et du traitement fiscal réservé à chacune de ces activités qui peut être également différent, le poids relatif de ses charges soumises à TVA ou pas, etc. Donc chacun aura bien entendu à vous présenter une situation qui correspond à celle de son groupe et qui n'est pas nécessairement extrapolable à votre propre situation. Alors, nous aborderons 2 thèmes au cours de cette table ronde. Le thème d'amont, tout d'abord, pourquoi ils ont pris et comment, sur quels critères ils ont pris la décision de constituer ou de ne pas constituer un assujetti unique, et comment s'est ensuite structuré ce projet. Et puis en aval, nous aborderons les aspects opérationnels, comment gérer ce nouveau régime de l'assujetti unique. Donc tout d'abord, la question qui s'est posée à vous 3, quels ont été les principaux critères de décision qui ont présidé à la mise en place ou non d'un ou plusieurs assujettis uniques au sein de vos groupes respectifs et selon quel type de périmètre. Donc je me tourne tout de suite pour commencer vers Emmanuel. Pourquoi Natixis a finalement décidé de ne pas y aller ? Alors après la description d'un mécanisme aussi parfait de neutralisation, effectivement, il peut paraître un peu paradoxal de démarrer cette table ronde en fait par un établissement qui ne va pas adhérer à un groupe TVA. Bon, pour le comprendre, il faut savoir d'où l'on part dans l'univers des banques de financement d'investissement ou plus généralement des brokers. On est dans un paysage dans lequel le 261B, tel qu'il existait, était utilisé de manière assez contrastée par des acteurs qui, en règle générale, étaient plutôt des acteurs groupes, des brokers groupes, beaucoup moins par les acteurs indépendants ou les acteurs étrangers. On est dans un monde dans lequel l'option est également extrêmement, elle en revanche, utilisée, dans des activités extrêmement internationalisées de par la localisation des chambres de compensation, mais également, comme vous le savez, dans le monde de BFI, c'est un monde qui est très très consommateur de capital, donc toutes les implantations étrangères généralement sont plutôt, sauf contraintes réglementaires particulières, établies sous forme de succursales. Et donc, quand on parle succursale,
ou établissement stable, on pense immédiatement effectivement Scandia. Dans un univers d'opérations exonérées, générateurs de très fortes recettes, on est dans le monde des instruments financiers, notamment des instruments financiers à terme. On sait que les volumétries dégagées sont extrêmement importantes. Il existe des îlots de chaînes de valeur de taxation. J'en veux pour preuve effectivement le cas de la recherche, qui est une prestation à assez haute valeur ajoutée. Donc on a une coexistence en fait d'opérations exonérées à fort volume et d'opérations à forte valeur ajoutée qui génèrent des recettes beaucoup moins importantes. Et enfin, on a une tendance sous la pression réglementaire à une fragmentation des chaînes de valeur sous la pression des réglementations qui conduit à multiplier en réalité les phénomènes de taxation sous l'influence de la jurisprudence de la Cour. Enfin, last but not least, mais naturellement les facteurs purement techniques, on a cité naturellement Scandia, qui est un facteur très, très important, et notre nouvelle option à la carte, effectivement, qui vient quelque part amplifier un peu plus ces phénomènes. On citera également naturellement l'aspect taxe sur les salaires, qui n'est pas non plus totalement indifférent dans ce type de choix. Alors si je reviens juste 30 secondes sur Scandia d'ailleurs, on peut peut-être déplorer, mais c'est peut-être l'étape suivante, l'absence de groupe TVA transfrontalier. On voit bien les raisons pour lesquelles il n'existe pas encore. Je me tourne vers Vincent, mais je ne doute pas qu'il verra sans doute le jour à un moment ou à un autre. Alors, après, il y a un certain nombre de facteurs internes qui nous ont conduits effectivement à renoncer à substituer finalement au 261B l'utilisation du régime de groupe. Il y a un profil de clientèle, naturellement. Est-ce que l'établissement est plutôt tourné sur de la clientèle vers du groupe dont il dépend ou vers une clientèle propre? Il y a également un facteur important qui est de la dépendance à l'égard des moyens et investissements selon qu'ils sont plus ou moins mutualisés dans le cadre du groupe. Et enfin, il y a un aspect de coût de gestion administratif qui est secondaire, mais qui n'est pas totalement neutre non plus dans la décision. Donc on voit bien que c'est une pondération de différents facteurs, dont les plus importants sont évidemment le profil de clientèle groupe au groupe et la mutualisation des moyens dont dépend l'activité. Et également, naturellement, l'effet Scandia qui lui, est tout à fait important. Voilà. Peut-être juste un point, est-ce qu'il y a un assujetti unique chez BPCE? Alors, dans le groupe BPCE, qui effectivement regroupe une palette de services financiers importants, naturellement, le régime de groupe, effectivement, trouve toute sa place, notamment dans l'univers du retail, de l'asset management, du wealth management et de l'assurance dans des formats qui peuvent être variables. Il n'y a pas de groupe unique, il y aura vraisemblablement quelques groupes. Merci beaucoup Voilà. pour cette expérience intéressante parce que justement, Jean-Olivier, d'autres groupes ont fait un choix différent, une approche peut-être plus globale. Donc, pourquoi CASA et selon quels critères finalement vous avez fait ce choix plutôt de l'assujetti unique global, contrairement à ce qu'on vient de voir? Oui, merci Eric. Donc, pour peut-être illustrer d'ailleurs les propos d'Emmanuel sur l'organisation, nous sommes un groupe mutualiste très implanté en France et donc nous avons un potentiel de groupe TVA de plus de 3000 entités. C'était le périmètre qu'on visait au départ. Pourquoi en fait autant d'entités? Ça c'est lié à notre structure mutualiste où il y a une atomisation des structures. En plus, dans notre groupe, nous sommes organisés nous avons mutualisé un certain nombre de fonctions support qui multiplient les facturations intra-groupes. Et enfin, les métiers qui sont j'allais dire, du groupe Crédit Agricole sont interdépendants, interconnectés, et donc ça multiplie encore les facturations. Donc du coup, on a vraiment un flux considérable de facturation intra-groupe qui nous conduit à trouver une solution à la suite de la disparition du 261B. Et clairement, nous n'avons pas le choix de faire autre chose qu'un groupe TVA. Alors pourquoi global? Enfin global, c'est un terme peut-être un petit peu particulier. On est dans l'idée de partir sur un groupe unique
au niveau du groupe, en tout cas sur la première période de 3 ans. Et après, on verra en fait comment on va s'organiser. On était parti sur 3000 entités, mais pour des raisons opérationnelles, nous commencerons en fait avec un groupe de 400 entités, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà un peu comment on considère quels sont les critères qui nous ont amenés à décider de rejoindre le groupe TVA. Merci Jean-Olivier, c'est en effet un challenge considérable. On reviendra tout à l'heure sur ce challenge avec toi. Et je me tourne vers Olivier pour savoir dans le secteur de l'assurance, finalement, de quelle façon AXA a appréhendé ce nouveau régime de l'assujetti unique. Je crois que la mise en place de l'assujetti unique dans un groupe d'assurance, en substitution de l'organisation autour des groupements de moyens qui bénéficiaient de l'exonération de TVA prévue par l'article 261B, c'était en quelque sorte une question de survie, parce que l'absence de substitution au groupement de moyens aurait entraîné des surcoûts TVA qui auraient été très significatifs. Parce que c'est bien là le paradoxe de la TVA dans les services financiers, dans l'assurance notamment, c'est que l'exonération de TVA, l'exonération d'un impôt dont chacun pourrait se féliciter comme étant a priori une bonne nouvelle financièrement, en fait n'en est pas une, puisqu'elle annule la neutralité de cet impôt sur l'acteur économique que constitue l'entreprise d'assurance. Et du coup, elle le transforme en consommateur final et lui fait supporter l'intégralité de la charge de TVA sur ses dépenses d'amont. Et compte tenu de l'exonération de son activité, évidemment, cette TVA qu'elle a supportée ne peut pas être déduite. Donc, avoir un mécanisme permettant de se substituer à la fin des groupements de moyens était absolument essentiel pour nous pour limiter le montant des rémanences qui sont d'ores et déjà très élevés. Là aussi, c'est le paradoxe, c'est que bien qu'étant exonéré de cet impôt, finalement, c'est un impôt caché supporté par les entreprises du secteur financier. La charge de TVA supportée par le groupe AXA est très supérieure à la charge d'IS, ce qui est un paradoxe. Pour répondre à la question que vous me posiez, Eric, sur la détermination du périmètre, assez naturellement, elle s'est construite autour de l'existant. C'est-à-dire qu'on est parti des membres, des entités qui étaient membres des GIE, il y avait plusieurs GIE dans l'organisation interne chez AXA. Et donc, on a bâti notre périmètre en retenant la liste de ces membres. Et puis après, d'autres critères plus opérationnels sont venus présider au choix, qui n'est pas encore complètement finalisé, et je me félicite que nous ayons un délai jusqu'au 31 décembre pour justement asseoir définitivement la liste de ces entités. Ces critères opérationnels, ils sont sur l'impact de l'entrée dans le groupe. Deux impacts. Un impact de la jurisprudence Scandia, bien sûr, qui peut conduire à retirer une entité compte tenu de ce que son entrée dans le groupe entraînerait comme conséquence au regard de l'application de Scandia. Le deuxième impact, pour les entités de plus petite taille, ça peut être des enjeux opérationnels aussi. C'est-à-dire que le coût de mise à niveau pour pouvoir être en mesure de respecter les contraintes liées à la mise en place de l'assujetti unique est parfois plus important que l'impact négatif que représenterait une sortie du périmètre pour ces entités. Voilà ce qui a présidé pour nous, avec justement aussi le sentiment qu'on ne pouvait pas se tromper dans la définition du périmètre, puisque au moins pour la première période d'application de ce régime, ce périmètre sera figé pour 3 ans. Donc il est important de ne pas faire d'erreur dans la détermination des entités qui en feront partie. Merci Olivier. Donc finalement, puisque AXA a décidé d'y aller, s'est retrouvé face à un énorme projet à gérer, comment vous y êtes-vous pris finalement pour intégrer les différentes contraintes liées à cette entrée dans le régime ? Alors ça a été un gros travail. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier les équipes qui ont, chez AXA, mais aussi je pense dans toutes les entreprises, eu à travailler sur ce sujet. Un travail commun, multidisciplinaire,
puisque bien évidemment les fiscalistes des différentes entreprises étaient en première ligne, mais les fiscalistes ne suffisaient pas pour mettre en place cette réforme. Et c'est un travail commun avec des fiscalistes, des comptables et également des spécialistes des systèmes d'information pour pouvoir adapter les outils et se mettre au niveau des contraintes qui sont fixées par ce nouveau régime. Je dois dire que cette partie-là est d'ailleurs celle qui a suscité le plus de difficultés. Parce que l'organisation des entreprises, je ne sais pas si c'est une particularité pour AXA, mais fait qu'il y avait une grande hétérogénéité à la fois dans les outils qui étaient utilisés par les différentes entités, mais même dans les méthodes de comptabilisation. Et puis au-delà de cette hétérogénéité des outils et des méthodes, il y a aussi un changement culturel à opérer dans le cadre du passage à l'assujetti unique, pour ne pas dire groupe TVA. Ce changement culturel, c'est pour l'assurance passer d'un monde de l'exonération où finalement la TVA n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on est exonéré, on la supporte sur nos charges, mais voilà, c'est un fait. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'entités, finalement, les dépenses étaient enregistrées en comptabilité pour leur montant TTC, sans se préoccuper de savoir quelle était la part de TVA sur la dépense, quel était le taux qui avait été appliqué. Et donc, il faut rétro-pédaler pour faire ce changement culturel et passer d'un monde de l'exonération où finalement rien n'est vraiment tracé, ou en tout cas pas de manière très fine, à un autre monde nouveau où il faudra pouvoir quantifier et qualifier précisément les opérations en fonction de leur nature. Et ça, c'est le gros challenge auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Merci Olivier. Donc, grosse révolution culturelle. Et chez CASA également, ce challenge, comment a-t-il été appréhendé ? Alors sur la gestion du projet, donc c'est un projet, comme tu l'as dit, un projet transverse qui associe donc la direction fiscale, mais aussi la direction comptable, informatique, et puis aussi notre direction qui gère la MOA. Chez nous, c'est un projet qui mobilise une vingtaine de personnes à temps plein, et ça depuis à peu près 1 an et demi. C'est donc à côté de cette équipe qui travaille les rangs centrales, bien évidemment, il y a, je dirais, une comitologie assez dense, comité fêtier, comité de pilotage, comité de coordination. On s'est organisé en atelier et en chantier et en atelier, et il y a une concertation, je veux dire, permanente avec les entités du groupe qui composent le groupe pour pouvoir avancer sur ce sujet avec, j'allais dire, une collaboration très étroite, notamment sur des caisses régionales chez nous. Donc c'est la difficulté qu'on a eue, alors c'était ce que disait Vincent tout à l'heure dans l'exposé, c'était qu'il faut qu'on est confronté à 2 problématiques. La première problématique, c'est d'individualiser les contreparties, donc savoir quelles sont les contreparties qui sont des contreparties groupes. Donc il faut toper en fait les contreparties, à la fois en tant que fournisseur et en tant que client. Ce qui nécessite d'ailleurs au niveau informatique, parce qu'on souhaite en fait automatiser au maximum les process avec, comme tu dis, des niveaux, j'allais dire, des niveaux différents des systèmes comptables. Donc on souhaite automatiser, et pour automatiser, il faut qu'on puisse avoir ce qu'on appelle un code partenaire qui permet de savoir que pour chaque entité, si la facture qui leur est adressée est une facture qui vient d'une entité du groupe ou pas. Et la même chose pour lorsqu'il facture à un client, il faut qu'il sache si c'est un client dans le groupe ou hors groupe pour pouvoir appliquer ou non la TVA. Donc ça, c'est la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est l'individualisation de la contrepartie. Et puis la deuxième difficulté, c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est que pour pouvoir en fait déterminer les règles de déduction, il faut qu'on détermine quelle est l'utilisation qui est faite de cette dépense. Et pour ça, il faut pouvoir tracer l'utilisation de la dépense. Et ça pose aussi des problèmes considérables en termes de gestion lorsqu'on veut le gérer de manière, entre guillemets, industrialisée.
Merci Jean-Olivier et Olivier. Vous avez tous les deux parlé des enjeux considérables en termes d'informatique, système d'information. Et donc, on peut se poser une question, comment, en amont, dans les groupes, s'est articulée cette réflexion avec celle de la facturation électronique que l'on a en perspective? Peut-être que, Emmanuel, tu as une réponse là-dessus? Oui, très certainement. Alors à l'origine, on s'est initialement effectivement posé la question parce que les adhérences entre les deux projets de facturation électronique et de groupe TVA semblaient assez évidentes. Et puis très vite, parce qu'on peut effectivement rêver d'un monde dans lequel la sujettie unique contrôle chaque facture qui rentre, qui sort, et avec le reporting qui va bien avec. Et très vite, il s'est avéré que le prisme IT et du projet facturation électronique prenait largement le dessus par rapport au projet de groupe TVA, et que donc il fallait passer la main en termes de sponsorship du projet aux informaticiens. Effectivement, on parle de milliers de factures jour, lorsqu'en termes de CA3 sur un groupe TVA, on parle de quelques centaines, voire quelques milliers d'entités. Et donc on n'est pas dans le même seuil d'ordre quantitatif. Voilà, très succinctement les raisons. Qui intuitivement aurait pu être pensé comme un projet global unique, en réalité... C'est décomposé en deux projets. Très bien. Absolument. Merci beaucoup pour cet éclairage. On va passer maintenant à la deuxième phase de notre table ronde sur l'aval. Comment, Jean-Olivier, tu l'as déjà un petit peu évoqué, comment tout ça se met en œuvre? Alors c'est encore un peu en devenir, mais c'est déjà anticipé. Donc comment cela se met en œuvre au niveau des services? Comment sont gérées les affectations, les suivis, etc., que tu as évoqué tout à l'heure? Alors tout ce qui est en fait affectation, détermination des droits à déduction, ça se gère en local. Hein. Après, et donc chaque entité du groupe établira son annexe et sa déclaration CA3. La difficulté que l'on a après, c'est de pouvoir remonter en fait une partie des informations en centrale pour pouvoir faire la déclaration de groupe TVA. Donc ça nécessite de faire remonter en fait les éléments de la déclaration, mais aussi un certain nombre de justificatifs, de justifications, notamment du chiffre d'affaires interne, pour pouvoir après déterminer le chiffre d'affaires, le prorata groupe, et voir l'option pour le prorata adapté. Donc on a ces contraintes. Donc tout ce qui est déclaratif, ça va être confié chez nous, en tout cas, aux fiscalistes. Et par contre, tout ce qui va être gestion des flux, paiement, c'est la comptabilité qui prend le relais, avec une automatisation nécessaire de la remontée des flux, à la fois des entités qui contribuent, qui sont membres du groupe TVA et qui ont chacun une TVA payée. Donc il y a des flux montants, et puis le flux donc destiné au trésor. Et puis on a donc nécessité d'avoir une gestion automatisée, à la fois des déclarations au maximum, mais aussi de tout ce qui est lié au paiement. D'accord, merci beaucoup. Et alors, Olivier, on a parlé tout à l'heure de la révolution culturelle, et après, il faut se mettre en marche. Alors, comment ça se passe? Des ajouts par rapport à ce que vient de dire Olivier? Non, je pense que l'organisation chez AXA ressemble assez à celle que Jean-Olivier vient de décrire pour Crédit Agricole. Le représentant de l'assujetti unique sera la holding tête de groupe, comme elle est aussi l'intégrante pour l'IS. L'équipe fiscale centrale sera chargée du suivi de la mise en place du groupe TVA, des prises de position si c'était nécessaire, de l'assistance aux entités sur les questions très opérationnelles qu'elles vont se poser, sur la qualification de leurs opérations, sur la manière dont elles doivent calculer le prorata. Donc toutes ces positions vont être déterminées avec la plus grande cohérence possible de manière centrale. Bien entendu, après, du point de vue opérationnel, tout ça se fera dans chaque membre du secteur. Et là, c'est les équipes comptables qui seront à la manœuvre pour alimenter les systèmes. On a choisi de retenir un outil pour justement procéder à cette centralisation et pouvoir produire mois après mois la déclaration unique. Et pour cette
cet outil, et pour AXA, comme Jean-Olivier l'a dit, pour Crédit Agricole, l'enjeu, c'est d'assurer la bonne collecte des informations et s'assurer qu'on a récupéré de manière cohérente des informations qui soient codifiées de la même manière dans l'ensemble des entités pour pouvoir produire une déclaration la plus fiable possible. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir bien voulu partager votre expérience. Et je me tourne peut-être vers Vincent, s'il a des commentaires, observations en guise de conclusion de cette table ronde. Oui, je peux faire quelques commentaires très généraux. Je ne vais pas vous apporter un scoop, mais en fait, ce qui est très intéressant dans les expériences de chacun, notamment d'abord sur le choix ou non d'implémenter le régime, c'est que quelque part, on voit bien que pour le coup, l'utilisateur a mis en place un dispositif qui est justement très souple et qui permet à chacun finalement de faire son choix ou ses choix, puisque on voit qu'il y a des groupes où il y aura plusieurs assujettis uniques. Donc, moi, je me félicite quand même qu'on ait pu mettre en place justement un dispositif qui soit suffisamment souple, de sorte que ces arbitrages puissent être formulés. On a délibérément écarté un dispositif d'assujetti unique très contraignant. Je rappelle qu'il y a certains États membres qui le font, qui imposent l'intégration en régime d'assujetti unique dès lors que les conditions de lien sont remplies. Alors c'est beaucoup plus simple peut-être pour les directeurs fiscaux parce que du coup il n'y a pas beaucoup d'arbitrage à formuler. Mais c'est tellement rigide et au final ça produit des résultats qui peuvent être assez fâcheux sur le plan de la neutralité de la TVA que moi je me réjouis vraiment qu'on ait plutôt construit un régime souple. De la même manière sur l'aspect opérationnel, ce qui est intéressant, c'est si je comprends bien votre retour d'expérience, c'est qu'il y a quand même cette préoccupation une fois qu'on a créé un assujetti unique, de toute façon après on change de monde quelque part dans la gestion de la TVA au sein de l'assujetti unique. Et donc, il y a un besoin, évidemment, de coordination, de règles communes entre les différents membres, même si, comme le disait Olivier, comme tu le disais, d'un point de vue quotidien, les choses vont se faire au niveau des membres, mais tout ça va être coordonné en réalité, et il y aura à un moment donné au sein de l'assujetti unique, alors chez vous, ça sera au niveau du représentant, un rôle de coordination. Et voilà, donc c'est quelque chose qui me paraît utile de pointer, qui montre que c'est très différent du coup du régime du groupement de moyens, où on avait quelque chose de très informel, de très ciblé, de très limité en réalité, et de beaucoup moins pas structurant, si j'ai bien pour être direct. Là, dans le régime de l'assujetti unique, on a quelque chose qui va être réellement structurant sur la gestion de la TVA, et donc il faudra vraiment anticiper et faire les choix de manière éclairée. Merci beaucoup. Et effectivement, je crois que c'est le point commun entre la précédente conférence sur l'option et celle-ci, cette volonté de permettre aux opérateurs de travailler avec souplesse avec la législation, tout en respectant bien entendu la directive. Alors nous avons prévu un temps de remerciement de la part des établissements, si vous souhaitez effectivement vos équipes. évoquer ça. Oui, voilà. Peut-être, je l'ai déjà fait pour les équipes tout à l'heure, mais je profite de ce moment et de l'opportunité que vous me donnez, merci beaucoup, pour m'associer aux remerciements que François et Blandine ont adressés tout à l'heure à Vincent Petit, à toute son équipe, à la DLF et plus largement à la DGFiP. On a eu des échanges constructifs depuis la mise en place de ce régime. Je me félicite aussi que sa mise en application ait été retardée d'1 an, parce que je nous imagine devant mettre en place ce régime-là au 1er janvier 2022. Je pense pouvoir affirmer que nous n'aurions pas été prêts. Et donc voilà, ces échanges ont été fructueux et sont naturellement appelés à le rester, parce que l'ensemble des questions n'a probablement pas encore été traitées à date. Et bien sûr, Vincent, tu t'en doutes, nous aimons lire les propos de l'administration, donc nous attendons avec impatience la publication des instructions administratives. Oui, je m'associe au remerciement. Je pense que
les travaux qu'on a pu faire sur ces des dernières années, parce que ça commence, ont été extrêmement constructifs et la qualité en fait des échanges qu'il y a pu avoir pendant ces années est assez remarquable. Donc je tenais à vous remercier également. Je tenais à remercier aussi l'ensemble des équipes moi, que je mobilise et qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui parce que les réunions s'enchaînent. Et également remercier toutes les entités qu'on mobilise et au niveau du groupe. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est un sujet groupe et qui mobilise énormément de monde chez nous et je tenais à les remercier. Ça ne vous surprendra pas, je ne peux que m'associer évidemment aux remerciements de mes camarades. Il faut bien avoir conscience, en fait, dans les groupes financiers, quand on parle de TVA, quand on est entre fiscalistes et avec des comptables, on voit à peu près de quoi on parle. Mais on a des tas d'autres d'interlocuteurs, effectivement, dans ces groupes-là, pour qui la TVA est un monde assez abstrait, totalement subi. Et donc, je ne peux que m'associer, évidemment, et souligner d'abord la qualité des échanges que nous avons, effectivement, avec les interlocuteurs qui, au fil de ces années, se sont succédés. Naturellement, Vincent, on vous connaît depuis très longtemps. On a eu également d'autres interlocuteurs à l'époque. Et il est important de souligner, effectivement, que le souci avec lequel Bercy a toujours cherché à caler avec la recherche objective de la neutralité voulue par la directive en matière de TVA, qui est un pilier fondateur, en fait, de cet impôt, a toujours été véritablement respecté. On a toujours trouvé des solutions quand les problèmes se sont posés. Et donc, merci à vous et merci naturellement à l'ensemble des équipes qui se mobilisent dans les établissements sur ces sujets qui sont largement subis par les directions générales, qui ne veulent pas forcément comprendre la technicalité du sujet, mais qui ont bien compris qu'il y avait quand même un enjeu financier important pour les groupes financiers. Merci. Peut-être un dernier mot, si vous me permettez, un dernier remerciement pour compléter celui que j'ai fait tout à l'heure, pour associer aussi à ces remerciements les représentants des associations professionnelles, dont Eric pour la MAFI, Blandine pour la Fédération bancaire française et bien sûr François et Suzy pour France Assureur. Grâce à vous aussi, les échanges qu'on a pu avoir ont été très, très constructifs. Donc un grand merci pour vos interventions. Merci à vous. Merci à tous pour vos propos très instructifs. On mesure évidemment les efforts colossaux qu'il a fallu déployer pour mettre en œuvre cette réforme dans un laps de temps relativement court, sinon contraint. On mesure également la difficulté liée à la collecte des données, à la maîtrise des données finalement, n'est-ce pas Hugues, Stéphane? Est-ce que finalement cette réforme n'est pas l'occasion également d'avoir une connaissance plus fine, plus précise de la donnée TVA au sein des groupes? Exactement. Alors, il faut profiter de ce que le régime mis en place est un régime souple, que effectivement c'est l'occasion de ne pas subir la TVA, puisque la sortie effectivement du groupement 261B est définitive le 31 décembre à minuit, et donc nécessaire de changer de système, souplesse, éviter de subir. Alors évidemment, la situation de tous les opérateurs n'est pas forcément la même et la réflexion n'est pas aussi avancée que pour les grands témoins qui viennent d'expliquer un petit peu les enjeux de cette réforme. Alors, comment aborder, puisqu'en plus de ça, l'administration fiscale nous accorde un peu plus de temps que prévu, comment aborder effectivement cette réforme? Quelle est la séquence des opérations? Quelles sont les choses auxquelles il faut penser? Merci Stéphane. Donc effectivement, l'exercice de modélisation des différents scénarios de la CGT unique constitue véritablement un défi en soi. Ce qui est vraiment important, c'est de bien comprendre que l'exercice de modélisation, que je vais évoquer dans un instant, a vocation à être renouvelé tout au long de la vie de la CGT unique et pas uniquement au moment de la prise de décision de le mettre en place ou non. Évidemment, la première étape consiste à évaluer l'opportunité d'opter pour le régime de la CGT unique au regard notamment des critères de décision qui ont été évoqués il y a un instant lors de la table ronde. À cet effet, il convient d'identifier les flux externes de la CGT unique et les flux internes, leur nature, leur volume, et de s'assurer du traitement qui leur est appliqué, notamment au regard de l'exercice de l'option ou du caractère accessoire à une opération principale. Naturellement, cet exercice a été conduit aujourd'hui par les établissements avec des données disponibles qui ont permis non seulement de mesurer l'opportunité ou non d'entrer dans ce régime,
mais également de déterminer le périmètre pour les 3 années à venir. Pour que l'exercice atteigne une plus grande efficacité, les établissements devraient renouveler continuellement cet exercice de modélisation afin de mesurer les impacts à raison des événements qui peuvent affecter la vie du groupe en fonction de l'évolution des données disponibles et de la législation. Si la tâche peut apparaître comme ça un peu lourde, elle permettra assurément de sécuriser la position en maîtrisant les choix, notamment sur la méthode de droit à déduction. En pratique, vous avez d'ores et déjà dû vous confronter aux défis que représente la modélisation. Collecte des données, complexité des calculs, ressources parfois limitées, et tout ceci dans un laps de temps relativement contraint. Et c'est bien naturel, dans la mesure où cet exercice est inédit. Au plan technique, la nécessité d'adapter ou de développer des solutions informatiques permettant de réaliser ces modélisations est dès lors apparue essentielle. Par exemple, nous avons développé un logiciel de modélisation spécifiquement dédié à l'évaluation des impacts liés à la mise en œuvre du régime de l'assujetti unique, qui permet d'avoir une vue globale sur les enjeux fiscaux, tant du point de vue de la TVA que de la taxe sur les salaires, et qui prend en compte notamment les spécificités des nouveaux mécanismes de déduction qui ont été évoqués par Blandine et François. Vous voyez sur la slide projetée quelques captures d'écran de cet outil déjà opérationnel. Et il nous semble bien que des avantages économiques certains peuvent être tirés de cet exercice à condition de mettre en œuvre les solutions techniques appropriées. Écoutez, merci beaucoup Stéphane et Hugues pour cet éclairage. Et on relève que tout cela ouvre de nouvelles voies de réflexion, en particulier, je dirais, sur peut-être l'application du principe d'une affectation plus fine encore des dépenses, principe qui est, je pense, de moins en moins théorique maintenant. Alors nous sommes, je dirais, très bien par rapport à notre chrono, à quelques minutes même d'avance, ce qui est parfait puisque nous avons même un certain nombre de questions qui nous ont été posées donc via le chat. Donc je vous propose maintenant de nous livrer à cet exercice de questions-réponses. Alors, une première question, et c'est plutôt une question, je dirais, pour nous, une question d'organisation. Est-ce que les slides seront transmises? La question classique, donc on peut répondre positivement. Je crois que Blandine avait déjà évoqué cela pendant son intervention. Donc, les slides, oui, les slides vous seront transmises à la fin, à l'issue de la conférence. Une autre question qui ne surprendra pas, et je la pose au risque peut-être de paraître quelque peu insistant. À quelle date les BOFIP relatifs à l'assujetti unique en matière de droit à déduction en particulier vont-ils paraître? Alors en fait, on souhaite les publier le plus tôt possible. Voilà, je ne peux pas m'engager malheureusement ce matin devant vous sur une date. J'ai bien entendu également l'appel en ce sens d'Olivier. Ce que je peux vous dire, c'est que entre guillemets, ce qu'on appelle nous en jargon technique d'éditeur de BOFIP, le dossier d'affaires, lui, est stabilisé, il est prêt, il est vraiment dans le circuit des visas maintenant. Donc voilà, c'est imminent. C'est imminent. On a déjà diffusé dans le cadre de l'élaboration de cette doctrine, il y a déjà eu de toute façon un certain nombre d'éléments qui ont été échangés avec les fédérations. Et puis je peux aussi vous annoncer qu'il devrait y avoir une foire aux questions que la DGFIP mettrait en ligne avant la fin du mois de toute façon, pour répondre à des questions, là pour le coup clairement pratiques, sur ce que j'évoquais tout à l'heure, par exemple l'option, la façon dont l'option va pouvoir être adaptée cette année. Voilà. Après, dans le dossier d'affaires du BOFIP, je peux vous indiquer, en fait, on crée une section autonome qui concernera l'assujetti unique, avec un petit peu moins d'une dizaine de documents. Donc on traitera évidemment des droits à déduction, mais pas uniquement. On va traiter, il y a un document très, très important sur les liens, par exemple, sur les liens financiers. Et d'ailleurs, je crois que Olivier, qui est dans la salle, me complétera pas en vous disant qu'on a même fait des ajustements très récents, alors qui sont des choses très ciblées, très spécifiques à certains opérateurs de la prévoyance, pour que les commentaires soient bien clairs pour tous. Parfait, merci beaucoup. Alors peut-être une question plus spécifique sur le
le fait générateur, donc là il s'agit des prestations qui ont été réalisées en 2022 et qui donneront lieu à de la TVA collectée en 2023. Est-ce que des modalités déclaratives spécifiques sont prévues? Il y a également une question sur la régularisation, c'est-à-dire que ces prestations peuvent donner lieu à régularisation en 2023. Comment ça se passera? Donc les règles de fond, effectivement, sont celles-ci. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'on a un assujetti qui préexistait, qui disparaît, et un nouvel assujetti qui est l'assujetti unique. Et donc les opérations dont le fait générateur est antérieur à la création de l'assujetti unique restent les opérations du membre en tant qu'assujetti distinct, de l'époque où il était un assujetti distinct. Donc on peut avoir effectivement, notamment en matière de prestations de services, des prestations qui ont été réalisées avant l'adhésion à l'assujetti unique, mais qui vont être par exemple encaissées postérieurement au 1er janvier 2023. Et donc l'exigibilité interviendra postérieurement à la création de l'assujetti unique, mais ça reste des opérations du membre qui se rattachent à son activité antérieure, si je puis dire. Donc là, il y aura effectivement nécessité de déposer une déclaration pour constater la TVA à collecter. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a prévu dans le BOFIP d'ailleurs un cas où en fait cette prestation serait rendue en intragroupe, donc à l'égard d'un preneur qui lui-même aurait intégré le régime de l'assujetti unique. Et donc on a prévu que dans ce cas-là, la déduction, elle, s'opérera au sein de l'assujetti unique. Voilà. Par référence à la date d'exigibilité qui, elle, interviendra postérieurement à la création de l'assujetti unique. Voilà, donc ça sera de cette manière-là. En fait, il y aura un processus déclaratif propre aux membres, mais en tant qu'assujetti distinct de l'assujetti unique, parce que ça rattachant à son activité antérieure. Et merci beaucoup. Alors peut-être une autre question en matière qui est liée à l'entrée, je dirais, dans le régime. Est-ce qu'il y a des règles de prescription particulières qui s'appliquent au crédit de TVA? Alors le crédit de TVA, lui, n'est pas transféré au moment de la création de l'assujetti unique. L'éventuel crédit de TVA qu'un membre pourrait constater, par exemple, sur la déclaration qu'il déposera au titre des opérations du mois de décembre 2022, puisque là, ça se restera des opérations qu'il a réalisées en tant qu'assujetti alors qu'il n'était pas encore intégré à l'assujetti unique, eh bien l'éventuel crédit de TVA qui sera constaté sur cette déclaration devra être impérativement demandé à ce moment-là. Et l'administration remboursera ce crédit de TVA à ce membre, mais en tant qu'assujetti distinct de l'assujetti unique. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, est-ce qu'une société qui n'a pas d'activité au 1er janvier peut-elle intégrer la société unique? Alors en fait, j'ai envie de dire, tout dépend ce que vous entendez par n'a pas d'activité. La question qui a été, la règle qui a été rappelée au début de cette conférence, c'est que ne peuvent intégrer un assujetti unique que les assujettis. Éventuellement les assujettis partiels, mais au moins les assujettis. Il faut être au moins assujetti pour intégrer un assujetti unique. Alors une société qui n'a pas d'activité, deux choses l'une, elle peut être un opérateur économique qui est simplement en sommeil. Et d'ailleurs, souvent, dans la pratique administrative, on sait qu'il y a beaucoup ça existe et que ce sont des entités qui déposent des CA3, souvent, néant. Donc, de notre point de vue, dans ces cas-là, on est bien sur des entités qui, de toute façon, manifestent l'intention d'effectuer des activités économiques. Elles déposent une déclaration chaque mois. Elles n'ont pas opéré une déclaration de cessation d'activité. Donc, ces entités-là, quand bien même elles n'ont, entre guillemets, pas d'activité, elles restent quand même des assujettis et elles pourront intégrer l'assujetti unique. Voilà. Après, des entités qui seraient totalement passives, qui ne déclareraient rien et qui n'auraient jamais manifesté l'intention d'exercer des activités économiques pourraient être considérées comme des non-assujettis. Après, ça peut dépendre aussi de leur activité. D'ailleurs, ça peut être une activité totalement passive. Voilà. Alors celles-là, évidemment, elles ne pourraient pas intégrer l'assujetti unique. Il y a le cas particulier des holdings que vous avez aussi évoqué. Oui, c'est ça.
Mais par rapport à leur appartenance au régime de la société unique, ça sera réglé par ce biais-là. Si elles sont non assujetties, elles ne pourront pas intégrer. Alors j'ai une autre question. Qu'en est-il d'une croissance externe réalisée pendant la première durée des 3 ans? On sait que 3 ans, c'est assez long. Doit-on attendre la fin de la première période pour l'intégrer? Alors, ce que vous appelez croissance externe, c'est par exemple l'acquisition d'une participation. Alors, à partir du J'imagine moment, que c'est ça. Ouais. voilà, à partir du moment où, pendant la période des 3 ans, vous avez l'acquisition d'une participation par un des membres, et que suite à cette acquisition de participation, les conditions de lien sont respectées à l'égard de cette nouvelle entité, eh bien, elle peut intégrer le régime de l'assujetti. Elle peut rejoindre le périmètre de l'assujetti unique dans ce délai de 3 ans, à condition que l'option soit formulée, et elle prendra effet le 1er janvier de l'année qui suit. Voilà. En revanche, les sorties, elles, sont immédiates. S'agissant des mentions à intégrer dans les factures, un assouplissement sera-t-il prévu dans le BOFIP? Si oui, lequel? Alors, effectivement, on a un sujet, si on a bien compris, qui est plus de l'ordre informatique pour certains opérateurs, qui devrait se régler dans quelques temps, qui ne sera peut-être pas réglé au 1er janvier, qui est celui que les factures qui sont émises par l'assujetti unique doivent mentionner plusieurs éléments, outre les éléments de droit commun qui sont en principe le numéro de l'assujetti, donc en l'occurrence le numéro de l'assujetti unique, son nom et son adresse. On a ajouté dans le décret que les factures devront mentionner également le numéro du membre qui délivre la facture, concrètement. Alors, il se trouve qu'en fait, l'application de la règle générale de mentionner le nom et l'adresse de l'assujetti unique pose un certain nombre de difficultés manifestement informatiques pour certains opérateurs. Donc, on va vraisemblablement mettre une tolérance pendant quelques mois pour considérer que, à condition que bien entendu, que tous les autres éléments formels de la facturation soient bien respectés, on sera assez bienveillant sur cette mention du nom et de l'adresse de l'assujetti unique, qui d'ailleurs, au demeurant, alors, est bien prévu par la loi et par la directive, puisque c'est un assujetti comme tout assujetti, mais qui présente tout de même un intérêt un petit peu secondaire par rapport au fonctionnement du régime, parce qu'encore une fois, l'assujetti unique, vous l'avez dit en début de conférence, c'est un tour de magie, en fait c'est une fiction fiscale. Voilà. Donc on arrivera à vivre avec cette tolérance pendant quelques mois. Je vous propose d'en venir au propos conclusif de la conférence. Peut-être, M. Petit, si... Bien, écoutez, en tout cas, je voulais tout d'abord vous remercier pour avoir organisé cette conférence. Je remercie à la fois les fédérations, Price bien entendu, et puis les entreprises qui sont venues aujourd'hui autour de cette table. J'espère que les participants auront apprécié cet exposé assez synthétique, mais je pense qu'on a quand même déjà abordé un certain nombre de choses. Ce que je peux dire, c'est que l'administration sera de toute façon, va accompagner les entreprises dans l'implémentation de la réforme. En fait, tout va commencer au mois de janvier, donc on aura à faire vivre le régime. Je suis absolument convaincu, et vous le serez également, que nous aurons d'autres questions qui vont apparaître, peut-être même des besoins de précision complémentaires, peut-être d'adaptation même du régime dans les années qui viennent. Nous, on aborde encore une fois ce sujet avec plutôt un grand pragmatisme, comme on l'a fait depuis le début, en fait, vous l'avez compris, depuis 2018, puisque ce sujet a été vraiment commencé à travailler en courant 2018. Donc voilà, c'est un peu le sens de ma conclusion, c'est de vous dire que l'administration sera aux côtés des assujettis uniques et des opérateurs. Et puis peut-être en propos conclusif, aussi peut-être dans une logique de perspective aussi juridique,
On sait, comme on l'a dit ce matin, vous avez vu que le régime de la société unique n'est pas du tout harmonisé en fait au sein de l'Union européenne. On ne sait pas si un jour la Commission viendra aussi s'intéresser à ce sujet-là. On a eu tout à l'heure une intervention sur la société unique transfrontalier. C'est vrai que c'est quelque chose qui mériterait à un moment donné qu'on s'en saisisse au niveau européen. Voilà, donc moi j'appelle aussi de mes voeux que la question de la société unique les États membres se l'approprient dans une logique plus européenne d'harmonisation avec la Commission, étant donné aussi que quand le Conseil ou la Commission ne se saisit pas de ces sujets-là, c'est la Cour de justice qui s'en saisit, et nous savons tous que ce n'est pas forcément le meilleur moyen de faire avancer le droit. Mais ça, bon, c'est un avis purement personnel. Encore que là, finalement, ça nous a bien aidés, rétrospectivement. Donc il vaut mieux prévenir que guérir, c'est ça. C'est ça, et puis surtout de faire évoluer le droit, tout simplement. La directive s'adapter au monde moderne. Ouais. Écoutez, moi je dis merci donc aussi Monsieur Petit pour ces propos conclusifs. Donc moi, je souhaiterais à nouveau, au nom de PwC, remercier l'ensemble des intervenants qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous ce matin.